Et on se retrouve pour un autre gros morceau d'actualité que Aline va gérer cette fois-ci. Et du coup, Simon est revenu parce que aujourd'hui, j'ai décidé de faire tous les sujets de Dafalgan. Voilà. Donc, tout ce qui fait mal à la tête, vraiment. Bah, chouette baptême. Hein. Je prends tout là. Ouais, et clairement, gros sujet. On va faire de notre mieux pour vous résumer la situation parce que actuellement, Bipost est au plein cœur d'un scandale. Et l'entreprise entraîne avec elle une bonne partie de la classe politique aussi. Il y en a qui font pas trop les malins. Et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et quels sont les enjeux politiques que ça vient déterrer. Donc en fait, ça commence en fin 2022 quand Bipost décide de faire un audit interne concernant la concession de la distribution des journaux. Donc, c'était un audit qui va révéler un truc pas très cool pour Bipost, c'est que l'ancien CEO Dirk Thierez ainsi que 2 autres directeurs de Bipost ont conclu un accord illégal avec d'un côté le distributeur de journaux PPP et de l'autre les éditeurs de journaux DPG Media et Mediahuis. Donc en gros, en fait, ils ont fait un peu leur truc dans leur coin pour que Bipost ait vraiment le marché, qu'il n'y ait pas de concurrent, qu'il n'y ait personne d'autre qui fasse une offre. C'est évidemment totalement illégal. Donc l'autorité belge de la concurrence a ouvert une enquête et donc Petra de Sutter, donc, qui est ministre Groen des entreprises publiques, a été notifiée logiquement parce que en tant que ministre des entreprises publiques, elle est ministre de tutelle de Bipost, qui est une entreprise publique. Et juste pour le rappel, pour bien fixer les bases, Bipost, donc c'est une entreprise publique autonome parce que donc l'État belge détient 51% de l'entreprise, mais même si c'est une entreprise publique, en fait, elle est cotée en bourse depuis 2013 et donc il y a des actionnaires privés. Également dans Bipost, les 49% qui restent, c'est privatisé. Ça, c'est important pour la suite. On a failli avoir un drame. Tout va bien. Ok, on ne doit pas prendre Maxence aux urgences. Très bien, parfait. Et donc ça, c'était le premier petit scandale donc, qui a été révélé mi-avril, on va dire, parce que le temps que l'audit fasse. Petit, mais c'est pas fini, on ne fait que commencer. Et en fait, là, ça va être les dominos. Vraiment, c'est l'image des dominos qui s'enchaînent. Parce que du coup, Bipost s'est dit, on va aller creuser sur d'autres dossiers, sur d'autres services, pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Donc, ils ont fait ce qu'ils appellent des examens de conformité pour vérifier que tout allait bien. Tout allait pas bien. Bizarre. Et là, vraiment, genre, ils n'ont pas ouvert la boîte aux lettres, ils ont ouvert la boîte de Pandore, clairement. La boîte aux lettres de Pandore. Ouais, la boîte aux lettres de Pandore, voilà. Parfait. Et donc, en fait, fin avril, ils ont révélé des irrégularités sur 3 contrats qu'ils ont avec l'État belge. Donc, je vais passer très rapidement dessus. Donc, d'abord, il y a le contrat sur la gestion des comptes qui commence par 679. C'est des comptes de l'État qui servent au paiement de la TVA et des amendes. Après, on a ensuite le contrat sur les amendes routières et finalement le contrat sur la collecte et la délivrance des plaques d'immatriculation. Et oui, Bipost gère tout ça pour l'État belge. C'est ce qu'on s'est dit. Voilà. À la réussir, ils font tout niveau ils font énormément de choses. Vraiment, c'est assez gigantesque. Non, j'aimerais bien. Ouais, non, il y aurait des magouilles dans le café. Il y aurait un scandale bientôt. L'affaire du café. Non, c'est pas possible. Et donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait bien évidemment beaucoup trop long. Mais en gros, ils ont un peu jouer avec les limites du cadre légal et surtout le gros problème c'est que les marges de Bipost elles sont bien trop élevées par rapport à ce que la loi autorise. Donc en fait l'État belge a payé bien plus que ce qu'il ne devait. On va peut-être rembourser la dette avec ça, je sais pas. Non, peut-être pas à ce point-là, mais les donc chiffres sont pas mal. Ouais, non, mais donc là c'était vraiment les comptes sont pas bons, Kevin, vraiment. Ça va pas. Et du coup, le 24 avril au soir, Bipost a fait un communiqué en disant qu'il retirait ses prévisions financières pour 2023 parce que forcément les contrats, les marges sont beaucoup trop hautes, donc ils doivent tout revoir parce que la rentabilité, tout ça de l'entreprise, c'est pas adapté, ce qui est un problème. Donc ils ont retiré ça, mais effet immédiat, le cours de la bourse de Bipost a chuté de quasiment 20% le lendemain. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, si seulement il n'y avait que ça. Et donc, en fait, quelques jours plus tard, il y a encore une nouvelle révélation, c'est qu'il y a 2 travailleurs de Bipost qui, en fait, étaient détachés au cabinet de la ministre Petra de Sutter, mais donc depuis 2020, et en fait, ils étaient encore payés par Bipost alors qu'ils négociaient des contrats de gestion entre l'État et Bipost. C'est quoi ces détachements?
Et donc, j'y viens parce que les détachements, personnellement, je ne savais pas ce que c'était avant de travailler sur la chronique. En fait, le détachement, c'est une pratique qui est assez courante en politique et ça consiste à prendre un travailleur de l'administration d'une entreprise publique pour... entreprise publique, donc comme Bipost, comme, je sais pas, Proximus, etc. Et donc voilà, de l'intégrer à un cabinet ministériel parce qu'ils ont des compétences, là, pour le coup, services postaux. Et en fait, dans ce texte, on était vérifié parce qu'il y a un arrêté royal de 2001 qui encadre cette pratique. Le texte, il prévoit que ce soit l'entreprise de base, donc là, dans ce cas-là, Bipost, qui continue à payer le travailleur, mais que l'État rembourse l'entreprise. Oui. Sauf que dans ce cas-ci, en fait, il n'y a pas eu de remboursement. Et le Parlement était effectivement au courant depuis début 2021 que ces 2 travailleurs étaient dans le cabinet de la ministre de Sutter. Mais ils n'étaient pas au courant que niveau rémunération, il y avait un problème. Et donc forcément, Petra de Sutter, elle a dû aller s'expliquer devant la Chambre ce mardi, ici. Elle a quand même défendu vraiment ses 2 collaborateurs. Pour elle, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. C'est des gens qui ont très bien bossé, qui ont respecté la charte d'éthique, etc. de son cabinet. De rémunération ça, non, j'en sais rien. Ça n'a pas été révélé, je ne pense pas. Mais c'est pas forcément le plus important parce qu'en fait, même la pratique du détachement, elle est remise en question de manière générale. Et en fait, maintenant, Petra de Sutter, elle n'en veut plus dans son cabinet parce qu'elle s'est rendue compte. De base, sa défense était « on a toujours fait comme ça, donc je l'ai fait aussi ». On a toujours fait comme ça de la part d'une écolo, ça passe limite alors qu'ils veulent... Écolo, c'est un peu faire de la politique autrement, donc ça marche pas trop comme défense avec la ligne de son parti. Et alors après, elle a été interrogée par rapport à l'audit interne de Bipost, et ça, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle, visiblement, elle n'a pas beaucoup d'infos, et elle a renvoyé les députés vers la présidente du conseil d'administration de Bipost, Audrey Hanard, qui devrait être auditionnée la semaine prochaine, mardi prochain, par rapport à l'affaire, enfin les affaires pour le coup. Parce que Petra de Sutter, elle semblait ne rien connaître de cette histoire, quoi. Oui, c'est ça, et c'est assez incroyable parce que elle était l'invitée l'invitée politique sur Matin Première hier matin, et elle a quand même affirmé, parce que justement, pardon. Il y a des gens dans le chat qui réagissent. Ah pardon, il faut m'arrêter. Moi, je suis incapable le truc de lire est tellement parce que complexe. D'accord, alors attendez. Bonjour, Caillou. Vous en êtes pas encore là, et coucou. Pour Bipost, juste même si j'ai pas trop compris la dernière polémique, mais de ce que j'ai compris, je préfère des travailleurs qui connaissent et terrain que des experts, si j'ai bien compris. Oui, en gros, elle a pris des travailleurs de Bipost parce qu'elle n'avait pas d'experts en services postaux dans son cabinet, et elle a comparé ça à Proximus, où là, il n'y a pas de détachement côté Proximus, donc elle est aussi, vu que c'est une entreprise publique, elle est aussi responsable de ça, parce qu'elle avait des personnes déjà dans son cabinet qui étaient expertes et qui pouvaient l'aider là-dedans. Et en plus, ils ont changé de CEO toutes les... je crois 4 ou 5 c'est ça, il y a eu genre 5 CEO en 5 ans, enfin c'est un truc de fou. Et là, pour l'instant, c'est un CEO qui est en intérim, en attendant de désigner un nouveau Justement, c'est le dernier CEO qui a appris une semaine après avoir été CEO, il a appris « Ah mais en fait, il y a cette histoire-là, demande au boss ». Oui, c'est ça, en fait. C'est un peu compliqué. Et autant utiliser les fonctionnaires des divers SPF et les former comme il faut. Oui, effectivement, ce serait... le problème. Mais parce qu'en fait, le problème là-dedans, c'est aussi, ça peut être considéré comme du lobbying, finalement. Oui, mais c'est ça. Et Petra de Sutter, elle continue vraiment à les défendre bec et ongle en disant non, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts, ils ont bien taffé, etc. Mais au final, ça pose quand même question, quoi. Et même s'ils avaient été remboursés par l'État, il y a quand même un problème éthique au niveau lobbying. On n'est jamais trop sûr qu'ils ne vont pas essayer de faire passer les intérêts de l'entreprise, dans ce cas la Bipost, au détriment de l'État. Ça, c'est toujours compliqué. Et en plus de ça, là, avec cette histoire de l'État trop payé, c'est quand même l'argent du contribuable. On va le rappeler quand même. Donc, un petit peu embêtant. Donc, il y aurait une solution, ce serait de soit tout privatiser, soit rendre tout public, quoi. Et ça, c'est en fait, c'est un des problèmes. Petra de Sutter, elle s'est dit, allez, je vais régler, je vais changer la culture interne de Bipost. Pas une mince affaire, hein, franchement. Là, elle a quand même, c'est vraiment, je pense, le moment le plus critique de sa carrière politique jusqu'à présent. Et elle propose de ne plus avoir recours au rattachement déjà, au détachement, je vais y arriver. Et pour le ministre de tutelle, d'avoir 2 ministres qui s'occupent de ça, quoi. Genre de ne pas avoir la responsabilité que sur une personne. Mais après, vu les torrents qu'elle se prend actuellement, peut-être ça aussi qu'elle propose ça, mais voilà. Mais
En fait aussi, le problème, si on dézoome un peu et qu'on n'est pas que sur Petra de Sutter, on voit que cette histoire de ministre de tutelle avec le statut hybride de Bipost qui est à la fois entreprise publique mais avec, qui est cotée en bourse, etc., donc avec des investisseurs privés, machin, elle n'a pas de contrôle en fait. Elle a affirmé elle-même sur Matin Première qu'elle n'était pas CEO de Bipost et qu'elle n'avait pas les infos opérationnelles. Ça c'est inquiétant quand même. C'est un peu... Pour le ministre de tutelle, franchement, c'est... Oui, ça pose vraiment question. Et en fait, ça tombe sur elle, mais ça, depuis que l'entreprise est cotée en bourse, donc 2013, donc ça fait 10 ans, il y a la logique à la fois de service public et la logique commerciale, donc de rentabilité des entreprises privées qui font un choc. Et pour réussir à avoir un équilibre entre les deux, c'est très compliqué. Et il y a simplement l'OpenVLD, mais ça émane seulement de ce parti-là, les autres ne sont pas vraiment prononcés. Pour l'OpenVLD, donc qui est le parti du Premier ministre, Alexander De Croo, il faudrait progressivement privatiser complètement Bipost, que vraiment ça ne soit plus une entreprise publique pour s'en débarrasser. Mais après, il y a des experts qui ne sont pas forcément d'accord. Il y a un prof de Solvay, Marek Hudon, qui est ici à l'ULB, qui pour lui, c'est pas une bonne idée parce qu'on voit que quand on privatise des entreprises publiques, en général, c'est au détriment des droits sociaux, etc. Et c'est pas forcément une bonne chose pour les tarifs, etc. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en suspens, c'est vraiment très très dense comme affaire. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de dépatouiller toutes les affaires et la présidente du conseil d'administration a quand même précisé qu'il n'était pas... il était probable même qu'il y ait d'autres cadavres dans le placard qui apparaîtront dans les jours, semaines à venir. Donc, tu suivras l'affaire. Voilà, donc là, vraiment, il y a une perte de confiance entre l'État et Bipost et affaire à suivre. Tous nos profs de journalisme vont nous détester, mais vraiment affaire à suivre dans ce cas-là. Parce que... Il y a pas mal de réactions dans le chat, encore une fois, je n'arrive pas à lire d'ici, mais... Ouais, désolée, je parle et je fais pas attention. Il reste juste quelques minutes. Oui, pour Bipost, là, c'est ouf, catastrophique. Ça avait déjà été dit. Est-ce que l'arrivée du privé chez Bipost est une demande de la Commission européenne? Oui, ça c'est aussi un des problèmes avec ces histoires de contrats et tout ça, c'est que l'Europe n'a pas vraiment été notifiée de ce qui se passait. Ouais, ils n'ont rien dit. Oui, voilà, et parce que, donc en fait, il y a une c'est important loi... de notifier l'Europe à ce niveau-là. Au niveau de la concurrence, et des lois au niveau de la concurrence, c'est le cadre européen n'est pas respecté dans le cadre Bipost. Et le dernier, c'est perso, je préfère des travailleurs que des gens des SPF, mais ça c'est une autre chose. Parce que les gens des SPF sont pas des sincèrement, il faudrait presque qu'on reçoive quelqu'un qui est expert là-dedans, parce qu'on ne peut pas, franchement, avec mes connaissances, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Est-ce que c'est mieux d'avoir des personnes détachées ou est-ce que c'est mieux des gens vraiment dans le SPF? Je ne sais pas. Mais parce que c'est pas à nous de nous prononcer là-dessus, c'est pas notre job. Mais merci beaucoup de t'être collé sur ce giga dossier et d'avoir passé tout ce temps. En tout cas, j'espère que vous avez compris quelque chose parce que c'était vraiment compliqué. Vraiment, j'ai enlevé une matière mais incroyable. Vraiment, par rapport à ce que tu nous as raconté hier soir en réu, tout ce que tu as lu, etc., j'ai trouvé ça super clair. Donc, ok, d'accord. Merci et bravo. Et si je peux revenir. Vas-y, je t'en prie. 30 petites secondes sur Petra de Sutter, parce que c'est vrai que c'est tombé sur elle. Mais il faut savoir que les contrats illégaux, il y en a qui datent de 1970, enfin dans les années 70. Oui, en gros, le contrat sur les comptes, apparemment, ce contrat, en tout cas, le contrat initial daterait des années 70. Le contrat a bien entendu sûrement évolué, mais ça tombe sur Petra de Sutter. Oui, c'est des choses qui sont... Maintenant, c'est pas de chance, ça fait beaucoup surtout, pour écolo, mais... Et on revient toujours à cette histoire de ministre de tutelle. Elle n'avait absolument pas conscience, jusqu'à ce qu'il y ait les audits internes, qu'il y avait ces contrats irréguliers chez Bipost, quoi. Oui, c'était clair, j'ai un peu plus compris. Merci, trop bien. Super, merci beaucoup pour ton retour. Bon, on va encore switcher pour une dernière chronique et Tatou va rentrer en scène.